micro, on a un caméraman. Notre cher Yves est ici pour filmer la séance d'aujourd'hui, simplement parce qu'il y a des étudiants qui avaient des empêchements assez majeurs, soit un examen ou un examen médical, en tout cas des conflits d'horaire qui faisaient qu'ils pouvaient venir à aucune autre séance. Alors aujourd'hui, on fait un enregistrement vidéo, ainsi je vais pouvoir envoyer le lien à ceux qui sont absents aujourd'hui. Alors moi, je suis Julie Vaillancourt, je suis l'agente de liaison et communication du Bureau de recherche de premier cycle. Je suis la personne qui répond souvent à vos courriels, qui vous donne des informations sur nos différents programmes. Alors, bienvenue à tous. Sylvie Albert, notre directrice par intérim, vient des fois dire bienvenue et félicitations aux gens qui ont reçu la bourse. Je vais être obligée d'être son ambassadrice. Elle est à une conférence. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été choisi comme récipiendaire de la bourse Europe, PIRPC. Alors, félicitations. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu du fonctionnement. Donc, durant la séance, on va parler un peu du fonctionnement du PIRPC, la bibliothèque et ses ressources. On va avoir aussi un exposé sur la conduite responsable de la recherche. Alors, on va avoir quelques invités pour rendre ça un peu vivant. On va même avoir des mentors, des gens qui ont déjà complété le programme auparavant. Donc, de la bibliothèque, on va avoir à la séance francophone aujourd'hui, ça va probablement être Michelle Brown, une bibliothécaire. Et nous aurons aussi, au point de vue de la conduite responsable de la recherche, Catherine Paquet qui parlera d'éthique et d'intégrité de la recherche, des éléments très importants à connaître lorsque vous dirigerez votre projet de recherche ce trimestre. Donc, l'équipe, vous êtes peut-être venus à la séance d'information. Il se peut que vous ayez déjà entendu qui nous sommes. Donc, moi, je suis agente de liaison et communication et je gère des programmes comme Europe, comme NSERC, qui est un programme de recherche de 16 semaines durant l'été. Donc, j'aide la directrice par intérim, Sylvie Albert, à gérer les applications qui entrent, à présélectionner, puis acheminer les applications au comité de sélection. J'aide à faire la promotion et donner l'information et faciliter votre parcours aussi pour les programmes de recherche à l'étranger. Alors, par exemple, moi, je donne les ateliers, puis il y a un atelier ce vendredi. Si vous êtes intéressé à un programme de recherche durant l'été, de 2 à 3 mois, on a plusieurs programmes qui sont offerts. Pas juste par l'Université d'Ottawa. Il y en a 2 qui sont gérés par l'Université d'Ottawa, mais il y a aussi d'autres programmes qui existent dont nous aimerions vous informer. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Jada Watson est spécialiste en mobilité étudiante et immigration. Donc, elle aide les visiteurs-chercheurs. Il y a des chercheurs-visiteurs du niveau du bac, maîtrise et doctorat d'alentour du monde qui aimeraient venir faire de la recherche ici à l'Université d'Ottawa. Alors, Jada aide à enlever les obstacles d'immigration et elle est notre spécialiste aussi en mobilité étudiante. Et elle est en train d'entraîner Dali Brisson, qui est notre étudiante régime études-travail, donc qui m'assiste dans mes fonctions. Puis, donc, elle est en train d'être entraînée au point de vue de mobilité étudiante et immigration. Donc, c'est ça, notre courriel est là. C'est une des façons de nous rejoindre. Pour ceux qui connaissez la page Facebook aussi, c'est un autre moyen de nous rejoindre si vous le voulez. Donc, juste un peu quelques éléments sur notre historique. On est un bureau assez jeune. Il y a certains de nos collègues de d'autres services, de certaines facultés qui ne connaissent pas notre existence, tout simplement parce qu'on a commencé en 2010. On a commencé à donner des bourses Europe en 2010. On avait 140 participants à ce moment-là. Puis là, si vous regardez l'évolution, nous avons maintenant de 300 à 320 bourses à donner
pour le programme Europe. Alors, c'est quand même une belle évolution. Alors, si jamais vous aimez votre expérience, puis que vous voulez partager avec vos amis, avec vos collègues étudiants que vous avez aimé votre expérience en recherche au premier cycle, c'est sûr que ça nous aide à obtenir des fonds, un peu plus de fonds à chaque année pour qu'il y ait le plus d'étudiants au bac qui puissent participer. Nos objectifs, c'est enrichir évidemment votre expérience universitaire, avoir des occasions de recherche au premier cycle. Souvent, on a des expériences en recherche, mais à la maîtrise et au doctorat. Donc ça, c'est une expérience unique. C'est une occasion unique d'avoir une expérience en recherche au niveau du bac. C'est une expérience aussi de contact privilégié avec un professeur. Des fois, on n'a pas accès à ça quand on est dans une classe de 200, 300 étudiants. Alors, c'est important de cultiver nos relations. Les professeurs, parfois, peuvent vous prendre sous leur aile. Ils peuvent parfois vous considérer pour des projets de recherche au deuxième cycle, au troisième cycle. Parfois, ils peuvent vous donner des recommandations pour des emplois qui requièrent des compétences en recherche. Donc, ça, c'est tous les objectifs du programme PIR-PC. Ça vous aide à explorer des choix de carrière, évidemment, puis peut-être voir un peu si la recherche, c'est pour vous. Donc, des fois, faire 50 à 100 heures de recherche, ça peut vous donner une bonne idée si votre profil, vos compétences, vos intérêts sont compatibles avec un projet de recherche, une expérience de recherche. Donc, la bourse est une bourse de 1 000 $, comme vous le saviez déjà. Notre versement à votre compte étudiant se déroulera d'ici environ, je dirais, j'aime mieux dire 3 semaines. Donc, ça découlera en un solde positif à votre compte étudiant. Alors, dans le fond, il y a certains cas où, si votre solde est positif, vous pouvez demander à l'aide financière là, de faire ou à InfoService une demande de remboursement pour que ce soit sous forme de chèque. Ça, c'est si votre compte, là, si le solde est positif, évidemment. 500 $, c'est le versement qu'on va faire au fonds de recherche générale à votre professeur. Ça, le versement, à l'habitude, il est fait en janvier. Oups! Donc, en quoi consiste le programme? Bien, c'est 50 heures de recherche minimum. Ça peut aller jusqu'à 100 heures, mais nous aimerions simplement vous demander, si jamais vous voyez que ça pourrait dépasser 100 heures, le projet, peut-être communiquer avec votre superviseur. La communication avec votre superviseur, c'est important. La plupart de nos superviseurs, là, une grande majorité, sinon tous, ils sont très parlables. Mais si vous avez des défis, comme, par exemple, vous voyez que le projet a beaucoup plus d'ampleur que vous le pensiez, puis ça dépasse 100 heures, puis ça va faire un déséquilibre dans votre... un déséquilibre au point de vue de la tâche de travail, des études que vous avez. C'est important de nous demander de l'aide si c'est nécessaire. Donc, nous, des fois, on peut intervenir auprès des professeurs, on les connaît bien. C'est juste des fois, c'est juste une question de communication. Et puis, on veut juste que vous ayez une expérience positive, parce qu'on sait que vous avez des cours en plus du projet de recherche que vous allez mener. Donc, il y aura évidemment des activités obligatoires comme le résumé de recherche, puis il va y avoir un atelier sur ce sujet-là pour vous aider en janvier. Le résumé de recherche n'est pas terriblement long. On parle de moins d'une page. Puis les mentors, vous pourrez leur poser des questions quand les mentors seront ici un peu plus tard pour faire un témoignage. Il y a une affiche et présentation aussi au symposium. Ça aussi, il va y avoir un ou des ateliers sur comment faire. L'affiche et le symposium, c'est une opportunité de présenter vos résultats à vos pairs, à des administrateurs de l'université, à des chercheurs qui seront présents au symposium. Donc, le symposium, c'est vraiment une très belle expérience. Puis ça vous permet de faire un peu de réseautage. Vous avez aussi d'autres activités de réseautage. C'est sûr que les ateliers, c'est une activité
vous pouvez aller chercher un peu de formation puis rencontrer d'autres étudiants du programme Europe. Donc, il y a plusieurs formations, puis ces formations-là sont ouvertes à toute la communauté universitaire. Alors, même les étudiants qui n'ont pas été acceptés, qui n'ont pas eu la bourse PIRPC sont bienvenus à nos formations. Date importante, eh bien, la fin du projet devrait être en principe le 8 mars, à moins que vous ayez une entente spéciale avec votre professeur, comme de quoi votre projet est plus condensé et sur une période plus restreinte. Et la présentation du résumé de recherche, c'est dû le 2 février, mais vous aurez un atelier avant. Vous aurez accès à des mentors aussi. Si vous nous contactez par le biais de notre page Facebook ou vous m'écrivez à mon adresse courriel, je peux vous mettre en contact avec un mentor. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont complété le programme. Alors, ils savent c'est quoi les attentes par rapport au résumé de recherche. L'affiche, c'est le 8 mars, c'est lors du symposium. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de la faculté d'éducation ici? OK. Donc, si vous êtes avec la faculté d'éducation, il y a un symposium Jean-Paul Dionne. Donc, si vous êtes intéressé à vous inscrire à celui-là, vous êtes excusé de notre symposium. Vous n'êtes pas excusé de présenter l'affiche, mais vous avez accès à toute notre aide pour faire l'affiche. Donc c'est ça. C'est un symposium, mais plus spécialisé en éducation dans ton cas. En fait, j'ai dit, le 8 mars, ce qui se passe, dans le fond, c'est un échéancier. Vous nous envoyez votre affiche. Nous, on va vous donner une rétroaction sur votre affiche. On va passer comme du 8 au 11 mars à vous donner des courtes rétroactions par courriel. Suite à quoi, on va faire publier, on va faire imprimer l'affiche une fois, quand que tout est revisé, là, tout est beau. Et puis, les coûts vont être partagés, dans le fond. Je pense que ça, c'est la prochaine acétate. Peut-être pas. Donc, les coûts vont être partagés. C'est pas beaucoup plus que 40 $ là, d'imprimer l'affiche, là, de votre part, c'est-à-dire 40 $ environ. Si vous voulez communiquer, vous avez besoin d'aide sur, de l'information sur les ateliers à venir, des informations supplémentaires. Souvent, on a beaucoup d'informations sur notre site Web. Même s'il y a des dates, là, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui êtes allés en ligne. Il y a certaines de nos dates qui sont encore des dates de l'an dernier. On s'apprête à corriger la situation. Les dates d'année en année se ressemblent. Donc, on s'apprête à mettre ça à jour, mais le contenu en ce moment, vous avez beaucoup d'informations sur tous nos programmes, que ce soit CRNSNG, que ce soit Europe, les projets de recherche à l'étranger. Il y a beaucoup d'informations sur le site Web. Puis, si vous avez des questions sur le contenu, vous pouvez toujours nous écrire par courriel ou par Facebook. Des fois, les courriels de dernière minute, comme ça arrive à chaque atelier, des fois le matin même, quelqu'un me dit qu'il s'en vient à l'atelier. Des fois, moi, je peux pas. On n'a pas toujours le temps de réaction. Comme si vous êtes en mesure de nous envoyer un courriel de 1 à quelques jours avant, c'est sûr que ça nous aide. Parce que le volume de courriel, à certains moments, là, c'est très élevé. On fait ce qu'on peut pour vous revenir sur vos courriels. Mais il y a certains courriels auxquels j'ai pas eu du tout l'occasion de répondre. Par exemple, est-ce que vous avez tous accepté la bourse Europe par courriel? Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est juste de m'envoyer un courriel me disant « Oui, j'accepte la bourse Europe et les obligations qui viennent avec ». C'est juste un courriel comme ça. J'ai pas répondu à chaque personne qui me l'a envoyé simplement parce que j'ai reçu quelque chose comme 300 courriels dans une période restreinte, là. Mais si jamais j'ai pas reçu ce courriel-là de votre part, n'ayez crainte, je vais vous rejoindre puis je vais m'assurer que vous acceptez la bourse. C'est rare que la bourse est refusée, à moins d'urgence familiale, on ne sait jamais. Donc, on a une collaboration avec la bibliothèque. Ils nous assistent à chaque année à mettre vos affiches
dans un lieu public, dans un répertoire public sur le web. C'est un lien permanent, puis ça vous aide à à assurer une visibilité à vos résultats. Évidemment, avant d'afficher votre affiche, là, suite au symposium l'année prochaine, on va vous demander votre permission, à savoir si on peut déposer votre affiche dans ce lien permanent-là. En parlant de collaboration avec la bibliothèque, on a aujourd'hui Sarah Simkin qui va venir vous parler un peu des ressources que vous pourrez utiliser à la bibliothèque. Sarah est une spécialiste. Dans le fond, j'ai le titre en anglais, Interim Digital Scholarship Librarian. Merci beaucoup. Alors maintenant, Sarah va venir vous donner un exposé sur les ressources qui vous seront précieuses pendant votre projet de recherche. Donc moi, je m'appelle Sarah Simkin. Comme mentionné, je suis la bibliothécaire pour l'érudition numérique et aussi pour l'informatique. Donc si on a des étudiants en informatique ici, c'est moi, votre bibliothécaire. Habituellement, à la bibliothèque, je travaille avec des étudiants en art pour leur montrer comment utiliser des technologies et pour créer des expositions en ligne. Donc, moi, je travaille à la bibliothèque. On est à peu près 45 bibliothécaires qui travaillent ici à l'université. Et nos collections sont très larges. On a plus que 2,3 millions de livres dans notre collection. Mais c'est seulement ce que vous voyez dans la bibliothèque Morissette et notre bibliothèque, par exemple, de droit ou de sciences et de médecine. On a plus que 1,1 million de livres électroniques et on est abandonné à plus de 110 000 revues électroniques qui sont disponibles en ligne. Je vais vous montrer dans quelques secondes notre site web et je vais vous montrer où aller chercher pour les choses qu'on a ici. Vraiment, ce que vous voyez à la bibliothèque, c'est pas tout. Il y a beaucoup de ressources en ligne, puis on vous encourage d'explorer ça pour trouver de l'information pour vos projets. Donc, notre site web, c'est biblio.uottawa.ca. C'est vraiment votre point de départ pour la recherche. C'est là où est-ce que vous allez pouvoir voir les listes de bases de données et aussi les bibliothécaires qui peuvent vous aider à conduire votre recherche. Nous, notre équipe de bibliothécaires spécialisés, on est des spécialistes qui peuvent vous aider. Si vous voulez prendre des réunions avec nous, on peut vous montrer comment chercher pour des articles, pour trouver les choses dont vous avez besoin, à trouver du matériel et aussi en utilisant des logiciels pour organiser vos sources. Donc, est-ce qu'il y a du monde ici qui utilise Zotero ou Mendeley, quelque chose comme ça? C'est vraiment pratique parce que ça peut... c'est comme une collection de ressources que vous avez trouvées qui sont pertinentes. Si vous utilisez quelque chose comme Microsoft Word pour créer vos bibliographies, c'est possible de créer des citations très rapidement et de les inclure dans vos travaux. Donc, on peut vous montrer comment utiliser ces logiciels-là. Et on offre aussi des ateliers qui vont commencer le semestre prochain, en janvier, aussi sur les programmes comme ça. Donc, on a créé des guides de recherche aussi sur notre site web. Je vais vous montrer dans quelques secondes. C'est des pages web qui sont créées par des bibliothécaires qui ont des listes de ressources qu'on recommande pour vos sujets. Donc, c'est par discipline et ça va vraiment, je pense, vous aider à trouver des sources qui sont utiles, qui sont pratiques et qui sont vraiment, qui ont un focus vraiment sur ce que vous étudiez. Si vous êtes stressé pendant l'expérience de faire vos projets, on prête aussi des ordinateurs portables, des iPads, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des jeux de société et beaucoup de produits électroniques. Si vous avez besoin d'équipements, par exemple, pour enregistrer des sons, on a des choses qui peuvent brancher à vos téléphones, puis vous pouvez enregistrer toutes sortes de choses. Dans notre bibliothèque de médias, notre médiathèque qui est sur le premier étage de Morissette, juste à côté du Second Cup. Vous pouvez toujours venir nous voir et vous déstresser avec, avec des choses amusantes. On a plusieurs bibliothèques aussi. Moi, je travaille à Morissette. La plupart de nos bibliothécaires sont à Morissette, mais on a aussi de l'espace à Desmarais, à Fauteux. C'est très silencieux à Fauteux si vous avez besoin d'étudier. À FSS pour les étudiants qui sont en sciences sociales,
à l'amoureux. Si vous êtes en éducation, il y a une espace qui est super belle, qui est vraiment... j'aime beaucoup aller là puis avoir des réunions là. C'est très beau. À RGN aussi, sur notre campus, où est-ce que vous allez trouver des ressources qui ont à faire avec la médecine et les sciences de la santé, tout ça. Donc, je vais vous montrer notre site web rapidement. Juste pour vous montrer. Oups. OK. Donc ici, dans la boîte, on a notre moteur de recherche qui s'appelle Chercher Plus. En anglais, c'est Search Plus. C'est là où vous pouvez trouver des livres qu'on a dans notre catalogue, ainsi que des articles puis d'autres ressources qu'on a ici. Ça cherche aussi Your Recherche, je pense, en français, qui est où est-ce que vos posters vont aller à la fin, vos affiches à la fin de vos projets. Donc, si vous allez ici à trouver, vous allez voir qu'on a des listes de bases de données qui sont organisées en ordre alphabétique, mais aussi sur le côté par sujet. Donc, dépendamment de ce que vous étudiez, disons en chimie, on a des liens ici pour des bases de données qui sont spécialisées en chimie, par exemple. J'aimerais aussi vous montrer comment trouver des guides de recherche. Si vous allez ici à Aide à la recherche, on a des guides de recherche et des bibliothécaires. Donc, ça dépend vraiment de votre sujet. Disons en éducation, par exemple. Je vais choisir ça juste pour vous montrer. Donc, c'est Andrea Schnell qui est notre bibliothécaire pour l'éducation. Puis, elle a assemblé ici beaucoup de ressources pour les gens qui sont en information, comment trouver des livres, comment trouver des articles et des bases de données qui sont recommandées. Vous pouvez toujours prendre des réunions avec nous aussi, puis on peut en discuter plus en détail à propos de vos projets et de vos besoins. Il y a une liste ici de tous les bibliothécaires qui sont spécialisés dans un sujet. Donc, je vous encourage, si vous ne connaissez pas votre bibliothécaire, d'aller sur cette page-là et d'essayer de trouver la personne qui va pouvoir vous aider avec vos projets. Et finalement, on a une liste ici de nos bibliothèques. Donc, je disais avant, Morissette, c'est le plus grand, mais on a aussi plusieurs autres places où vous pouvez aller étudier et aussi trouver de l'aide avec les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour moi? Non? C'est silencieux aujourd'hui. Mais en tout cas, bonne chance avec vos projets. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. C'est sarah.sinkin@ottawa.ca et moi ou n'importe quel de mes collègues peuvent vous aider avec vos projets. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une mentor dans la salle? On a invité une ou des mentors. Est-ce qu'elle serait arrivée? Non? D'accord. On s'apprête à avoir une spécialiste de l'éthique et l'intégrité. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Et, juste un instant, pour continuer, ça c'est simplement une photo du symposium d'il y a quelques années. Typiquement, ça c'est souvent organisé dans un espace dans le centre universitaire, à côté du bar de l'université, près du Tim Hortons. C'est un bel espace. Il y a comme il y a une belle lueur du jour qui vient du plafond. Et puis, donc, il y a beaucoup d'espace pour beaucoup d'affiches. Et puis, c'est ça, il y a souvent beaucoup d'administrateurs, de chercheurs, d'étudiants qui sont invités. Alors, c'est un bel événement. Je vous avais dit tout à l'heure, la date 22 mars. Mode de présentation, c'est que vous êtes à votre affiche. On a souvent 2 séances
d'affichage par grand domaine de recherche. C'est basé sur votre faculté de votre professeur superviseur. Donc, c'est plusieurs semaines à l'avance qu'on va vous demander d'imprimer votre affiche quand on vous aura donné votre rétroaction. Puis, on fait imprimer ça au DocuCentre. Puis, ah oui, j'ai oublié un petit élément. Oups! Excusez-moi. Un petit élément que j'ai oublié, c'est qu'à chaque année, on fait un petit concours des 3 meilleures affiches. Puis on affiche les 3 gagnants là, sur notre site web. Donc, votre encadrement cette année, les gens vers qui vous pourrez vous tourner pour de l'aide, du mentorat, sera votre professeur superviseur, évidemment. Alors, vous êtes censé voir votre professeur plusieurs fois durant le trimestre. Évidemment, on vise une fois par semaine quand c'est possible. C'est bien entendu, vous allez travailler peut-être un peu, dans certains cas, avec l'équipe de recherche ou l'étudiant, l'assistant de recherche du professeur. Mais c'est ça. Donc, vous êtes censé avoir une réunion régulière avec votre professeur superviseur. Les mentors, on en a en sciences sociales et humaines. Ce qui devrait être là aussi, c'est Telfer. Donc, sciences sociales, humaines et Telfer, c'est un mentor. On a un autre mentor qui est spécialisé pour les sciences de la santé et médecine et un autre pour sciences et génie. Donc, on aura probablement, très probablement, une ou des mentors à la fin de la séance qui vous adressera quelques paroles, qui vous parleront un peu de leur rôle et vous pourrez leur poser des questions. Vous avez aussi évidemment l'équipe du bureau de recherche au premier cycle. Notre directrice, Sylvie Albert, est la 3e directrice depuis le mois de juin. Elle est là par intérim, alors elle est là juste à mi-temps. Donc, en ce moment, jusqu'à décembre, c'est souvent à moi que vous allez faire affaire. Donc, quand quelqu'un vous répond à un courriel, quand vous venez au bureau, ce sera souvent moi, la personne qui vous accueille et qui vous informe. Moi, dans le passé, dans mon ancienne vie, j'ai été spécialisée plus communication, marketing pour les 5 dernières années. Donc, dans le passé, j'étais gestionnaire d'une campagne de levée de fonds. Ça m'a amené à découvrir beaucoup de facultés, de découvrir beaucoup de spécialistes sur le campus et à faire beaucoup de travail de relations publiques. Et dans une ancienne vie avant, j'étais une des conseillères au programme d'enseignement coopératif, ainsi que dans d'autres universités conseillères en orientation. Alors, j'ai souvent conseillé des étudiants sur leur parcours de recherche, de projets de recherche à l'étranger, de projets de stage à l'étranger, ou tout simplement sur leur parcours d'études au bac ou à la maîtrise. Puis beaucoup, souvent, là, explorer des emplois, des carrières. Alors, ça, c'est mon parcours. C'est pour ça que je vous dis, on est là pour vous soutenir. Si vous avez des difficultés, ça se pourrait, donc ça se pourrait qu'une ou quelques personnes d'entre vous ayez déjà plusieurs cours, un emploi à temps partiel, le projet de recherche. Donc, si vous éprouvez du stress ou des difficultés particulières, c'est important de peut-être venir nous voir. Des fois, on peut soit communiquer avec votre superviseur s'il y a, je sais pas, un problème avec la charge, ou encore vous diriger vers des ressources qu'on connaît bien sur le campus, que ce soit appui appui à vos études ou encore un appui plus personnel. On va vous demander de remplir un sondage à la fin de l'année et vos commentaires et vos suggestions seront les bienvenus. Alors, pour nous, on aime ça s'améliorer de façon continue et bien évidemment. Si vous voulez vous impliquer, on a des mentors. Anciennement, on avait des leaders. Donc, nos mentors et les gens qui ont complété des programmes
on s'appuie souvent sur eux pour être ambassadeurs. On a eu un événement, par exemple, c'était un kiosque porte ouverte pour des étudiants potentiels. Alors, même si les étudiants potentiels, ils s'apprêtaient à être des étudiants peut-être de première année, c'est utile pour eux de savoir qu'en deuxième année, on offre la bourse Europe, qu'ils peuvent s'impliquer en recherche dès le bac. C'est un plus, dans le fond, c'est quelque chose qu'on peut se vanter d'avoir à l'Université d'Ottawa, entre autres avantages. Mais vous pouvez être ambassadeur ou faire des témoignages durant des ateliers comme en ce moment. À partir de janvier, on va chercher d'autres bénévoles. Puis bien entendu, quand vous aurez complété le programme, si ça vous intéresse, c'est toujours intéressant pour des nouveaux étudiants d'entendre des témoignages de la part d'étudiants qui ont complété le programme avec succès. Puis c'est une bonne expérience là, de pouvoir la partager. Nous, on apprécie beaucoup. Donc, on a plusieurs occasions de recherche. Il y a à l'université, si vous avez des collègues qui n'ont pas été acceptés pour la bourse Europe, ou même si vous voulez faire d'autres expériences à l'université, il y a des assistanats de recherche. Des fois, d'aider un professeur avec un projet Europe, ça va vous ouvrir des portes. Des fois, ils ont des occasions de recherche à temps partiel pour être assistant. Il y a une bourse d'été, comme je vous disais, l'été prochain, c'est en 2018. Il y a 16 semaines de projet de recherche qui est disponible. C'est une bourse CRSNG. Donc, c'est une bourse de au moins 5 625. C'est un processus compétitif de sélection. Et vous êtes donc sur le campus ici à travailler avec un des professeurs superviseurs. Vous devez trouver votre propre projet de recherche, approcher des professeurs. Et en tout cas, c'est une bourse prestigieuse qui ajoute à un CV. Alors, c'est juste pour vous laisser savoir que la date limite sera en début d'année, en février. Vous pouvez vous impliquer bénévolement si vous aimeriez approfondir vos compétences en recherche. Je ne vous dis pas de commencer à faire du bénévolat en recherche à part votre projet de recherche en ce moment, mais c'est juste pour vous mettre au courant de ce qu'on offre sur le campus. Il y a certains programmes qui ont déjà une composante recherche. Est-ce qu'il y en a ici qui sont en faculté des sciences sociales? OK. Donc, vous êtes peut-être au courant que les étudiants de quatrième année, il y a un cours de recherche qui s'offre à vous. Là, c'est un cours pour développer des compétences en recherche. Alors, il y a certaines facultés qui offrent déjà ça à l'intérieur de certains programmes. Puis, à l'international, évidemment, on a quelques programmes. On a série, la date limite est le 1er décembre, un programme de recherche d'été dans des universités de certains de nos partenaires. Donc, on a Lyon, France, on a Shanghai, on a l'autre, c'est Taïwan. Donc, ça, c'est des projets intéressants. Ils sont affichés sur notre site web en ce moment. On a Ontario-Rhône-Alpes, OBWOJS, dont je parlerai vendredi à l'atelier du 24. Là, donc, la date limite est du 13 janvier. Vous cherchez votre propre projet de recherche et vous pouvez faire un stage à l'international. Et on a CLIC, qui est un programme de projet de recherche, mais en Chine, avec une institution haute qui est notre partenaire. Puis c'est un programme presque entièrement financé. Donc, le ministère de l'Éducation en Chine fournit assurance, une résidence sur le campus, les frais d'admission, les frais de scolarité. Donc, c'est un programme assez intéressant, assez compétitif. La date est en février. Donc, on envoie quelques étudiants à chaque année. Ça a commencé l'année passée. Alors ça peut être très intéressant, même si c'est compétitif. Alors, c'est peut-être à considérer. Oups! Donc,
Nous avons une invitée spéciale, comme je vous avais dit, Catherine Paquet, directrice du Bureau d'éthique et d'intégrité de la recherche, qui va vous faire un exposé sur l'éthique dans un moment. Okay. Bonjour. Donc, moi, je vais parler de l'intégrité et l'éthique de la recherche, ce que vous devez savoir. Du moins la base de ce que vous devez savoir. Je vais faire un survol des règlements en premier lieu. Après ça, je vais parler un petit peu sur la conduite responsable de la recherche, une description de ce que c'est et ce que ce n'est pas, et puis sur les processus qui sont en place à l'université. Ensuite, je vais parler brièvement de la recherche avec les êtres humains, les exigences et ce qui ne doit pas être soumis, qu'est-ce que vous devez faire quand ça vient à ça. Pour débuter, je voulais juste faire un petit cadre des règlements, puis pourquoi ces règlements-là ils existent à l'université. Donc, puisque l'université reçoit des fonds des 3 organismes fédéraux, on doit signer une entente sur l'administration des subventions et des bourses des organismes par les établissements de recherche. Puis ça, entre autres, ça donne les responsabilités à l'université, ce que l'université doit faire si on détient des fonds de recherche, ce que nos chercheurs doivent faire aussi. Fait que les responsabilités de l'établissement, c'est de fournir une infrastructure matérielle et organisationnelle adéquate pour les activités de recherche, la formation en recherche et d'autres activités financées par un organisme. Puis également avoir en œuvre des politiques et des règlements qui peuvent s'appliquer pour que nos chercheurs suivent les exigences établies par la loi, les politiques et les procédures des organismes et les autres exigences de l'organisme. La chose, c'est que puisqu'on reçoit des fonds, la plupart des règlements de l'université et des politiques s'appliquent pas juste sur la recherche qui est financée, mais sur toute la recherche. Ça, c'est important à savoir parce que différents domaines, c'est pas toute l'activité de recherche qui est financée, mais les règlements s'appliquent typiquement pour tout. Pour la conduite responsable, on a le règlement 115 qui a été mis en place en 2015. Les connaissances créées par la recherche effectuée par l'université contribuent au tissu intellectuel, social et économique ainsi qu'au bien-être de la société. Nos communautés et notre société font confiance à l'intégrité de nos chercheurs et à notre conformité institutionnelle. Finalement, ce que ça dit, c'est qu'on reconnaît notre responsabilité envers la recherche. Ça dit également c'est quoi la conduite responsable de la recherche. Et ça, combiné avec le règlement, dit bon, c'est quoi que ce n'est pas. Et puis les conséquences si les chercheurs ne suivent pas les règlements de la conduite responsable. Oups. Okay. Un petit peu. Les règlements des agences, il y en a plusieurs. Je vais juste parler d'une couple en ce moment. Fait que l'entente est au centre, elle couvre tout. Il y a le règlement sur la conduite responsable de la recherche. Le cadre est en lien en dessous. Il y a l'énoncé de politique des 3 conseils qui parlent de recherche avec les êtres humains. Le guide d'administration financière pour l'administration financière. Un exemple de ça, c'est que si on fait de la recherche avec les êtres humains, on ne peut pas avoir accès à nos fonds tant qu'on n'a pas une approbation éthique pour notre projet de recherche. La recherche avec les animaux, les normes du CCPA. Il y en a d'autres aussi, parce que je suis certaine que vous faites toutes sortes de différents projets de recherche. Fait que je vais juste faire une liste, puis j'ai mis les liens aussi au cas où ça s'appliquerait à des gens qui sont ici. Fait que la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, les lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, les programmes de marchandises contrôlées, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les lois sur les aliments et les drogues. Fait que ça, c'est toute une série d'autres documents et de règlements qui s'appliquent quand on fait de la recherche. La responsabilité des chercheurs selon le cadre de référence. Tenter d'appliquer les meilleures pratiques de façon honnête, responsable, franche et équitable. Respecter les exigences, se conformer aux lois et aux règlements. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut connaître les règlements et il faut les suivre. Puis une chose qui est vraiment importante à noter, c'est quand on parle de conduite responsable de la recherche, il faut y penser comme un cycle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste quand on est en train de faire la recherche ou quand on est en train de publier sur la recherche. Mais vraiment, quand on pense de conduite responsable, d'honnêteté, d'intégrité, il faut commencer à avoir le framework dans sa tête dès qu'on a l'idée de recherche. Également, si on fait une demande de financement, donc il ne faut pas falsifier des données dans une publication, mais il ne faut également pas falsifier des données quand on fait une demande de financement. Naturellement, dans la collecte des données, l'analyse des données, la conservation des données, et puis le partage des données. Je vais parler de tout ça un petit peu en plus de détails après. Pourquoi est-ce que la conduite responsable est-elle importante? Bien, sans elle, il pourrait y avoir des dangers pour les participants, la communauté scientifique
la recherche elle-même, le développement du savoir. Je ne sais pas si vous avez eu ou vous allez avoir une présentation de la bibliothèque, mais ils vont vous parler des références que vous pouvez aller chercher pour vos projets. Imaginez si les projets, comme les articles que vous allez chercher, les données ont été falsifiées. Quand il y a des données qui sont fausses, de la recherche qui est fausse, ça a un impact vraiment majeur parce que vous pouvez avoir accès à ces données-là, vous pensez que c'est exact. Vous faites un projet, quelqu'un d'autre se base peut-être sur votre projet, sur des données qui sont fausses, encore c'est faux. Fait que vraiment, ça peut avoir une suite qui est interminable dans certains cas. La confiance du public et de la communauté professionnelle risque d'être perdue quand quelqu'un est trouvé coupable d'inconduite. Les chercheurs doivent se servir adéquatement des fonds publics. Là, je vais parler un petit peu de la conduite responsable, ce que c'est et ce que ce n'est pas, puis vous donner quelques petits exemples en cours de route. Donc, à faire. Il faut faire preuve d'une grande rigueur lorsqu'un chercheur propose des travaux de recherche, réalise ses travaux, analyse, enregistre et rapporte les données de recherche. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la fabrication. Fait que la fabrication, c'est quoi? C'est essentiellement inventer des données. Je vais donner un petit exemple plus tard là-dessus. Fait inventer des données, des documents, des méthodes, y compris des graphiques et des images, à ne pas faire. Également, la falsification. Fait que la falsification, mettons qu'on a des données, mais on n'est pas tout à fait satisfait de ce que ça donne. Donc, on dit, ben, je vais peut-être en enlever certains ou je vais en ajouter d'autres parce que je ne suis pas satisfait de mes résultats. Ça, c'est pas correct non plus. Surtout quand c'est pas mentionné. Fait qu'il y a certains domaines de recherche dans lesquels on peut omettre certaines données. En psychologie, des fois, ils vont faire ça, entre autres, mais ils vont toujours mentionner le fait que certaines données sont omises. Okay? Parce que des fois, il peut y avoir des outliers, des choses une erreur qui s'est produite dans la collecte, quelque chose comme ça, là, mais ils vont toujours mentionner ces données qui ne sont pas incluses dans l'analyse. À faire, conserver des dossiers complets et exacts pour les données, les méthodes. À ne pas faire, la destruction des dossiers de recherche. Fait que ça, c'est la destruction en général, mais particulièrement si on essaie d'éviter la découverte soit de la fabrication ou de la manipulation. Un exemple de ça que j'ai, heureusement qu'il n'est pas à l'Université d'Ottawa qui est arrivé, mais il y avait une étudiante en sciences qui est en train de travailler sur un projet. Et puis c'était dans un laboratoire, elle avait son échantillon. Et puis ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle s'est repris, elle a réessayé encore, ça ne marchait toujours pas. Donc, ils ont décidé de regarder les vidéos des laboratoires pour voir si c'est quelque chose qui se passait. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait un autre étudiant qui est en train de rentrer dans le petit frigo où il avait ses données, et puis il est en train de manipuler, dans le fond, détruire ses échantillons de recherche. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça, c'est une très bonne façon de se faire jeter en dehors de son programme de recherche et en dehors de l'université, ce qui est arrivé à cet étudiant-là. Donc, on ne doit pas détruire les données de recherche, ni les siennes, ni celles des autres. À faire, fournir les références, puis s'il y a lieu, obtenir la permission lorsque des travaux publiés et non publiés sont utilisés. Okay. Ça, vous devriez être au courant. À ne pas faire le plagiat. Fait que le plagiat, c'est utiliser sans permission ou de façon inadéquate les travaux de quelqu'un d'autre dans ses propres travaux. Ce que vous êtes peut-être un petit peu moins familier avec, c'est la republication. La republication, c'est quand quelqu'un, mettons que moi j'ai un article qui est publié, je ne peux pas le publier 2 fois, mettons dans 2 langues différentes, puis dire que j'ai 2 publications. Okay? Fait que même utiliser une partie de ce travail-là que moi j'ai produit dans une autre publication sans le citer. Fait que je peux le faire, mais tout comme je cite quelqu'un d'autre, je dois me citer moi-même. Okay? Fait que c'est ça la republication. À faire, présenter en tant qu'auteur, avec leur consentement, uniquement les personnes qui ont contribué de façon significative à un projet et seulement ces personnes-là. Okay? Mentionner en plus des auteurs toutes les personnes qui ont contribué aux travaux de recherche, notamment les rédacteurs, les bailleurs de fonds et les commanditaires. Donc, normalement, quand on publie, il va y avoir une section, il va y avoir le nom des auteurs, il peut également avoir une section pour de la reconnaissance. Dire, merci à telle personne qui m'avoir aidé à avoir fait du financement, etc. À ne pas faire la fausse paternité. Fait que la fausse paternité, c'est mettre le nom de quelqu'un sur son article ou sur une publication, tandis que cette personne-là n'a pas contribué de façon significative. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser pourquoi on ferait ça? Normalement, il y a au moins une personne qui peut me dire pourquoi on mettrait le nom de quelqu'un sur un article ou sur un travail scientifique quand ils n'ont rien fait.
Quelqu'un? Assez brave? Oui? Oui, ça peut être quelque chose comme ça. Fait que le plus de publications qu'on a normalement, le meilleur sont nos chances de recevoir d'autres financements. Des fois, ils vont le mettre le nom de quelqu'un parce qu'ils ont une bonne réputation, fait qu'ils pensent avoir une meilleure chance d'être publiés. Il y en a des fois qui vont dire, ah ben toi, mets ton nom sur ma publication, moi je vais mettre mon nom sur la sienne, puis ils vont faire un you do me, I do you. Fait que dans tous ces cas-là, ce n'est pas correct. On a eu certains cas que des accusations aussi de ça, des chercheurs qui avaient une relation, une coopération qui ne marchait plus, puis un des auteurs a publié un travail scientifique qui a mis le nom des autres sans leur permission dessus. Ça, c'était pas correct, ça posait problème. La mention inadéquate, c'est le contraire. Fait que c'est ne pas mentionner quelqu'un qui a contribué au travail de recherche. Également, il faut gérer adéquatement tout conflit d'intérêts, réel, potentiel ou apparent. Puis la chose importante à noter ici, c'est que c'est la gestion des conflits d'intérêts qui doit être faite. Uniquement la présence d'un conflit d'intérêts n'est pas nécessairement un problème, parce que dans certains cas, ça peut être géré. Mettons qu'on a des parts dans une compagnie, puis on travaille sur un produit quelconque qui pourrait être en conflit ou qui pourrait être bénéfique pour la compagnie. On pourrait soit vendre nos parts ou on pourrait les mettre de côté ou tout ça. Ça peut être également parce qu'un membre de notre famille travaille pour une compagnie ou a des intérêts ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est important avec les conflits d'intérêts, c'est vraiment admettre, fait que dire à l'université, dans ce contexte-ci, qu'il y a un conflit d'intérêts, donc le divulguer, puis après ça, voir si ça peut être géré. J'en ferai pas de tout en détail là-dessus. Donc, la grande roue de ce qu'il ne faut pas faire, là, c'est ici. Le plagiat, la fabrication, la falsification. Ça, c'est les trois aux États-Unis, entre autres, que ça s'appelle Research Misconduct. Là, c'est les trois qui sont en haut et uniquement en haut. Le système canadien, c'est beaucoup plus large. On parle de violation de conduite responsable. Donc, c'est vraiment deux façons de voir les choses qui sont complètement différentes. Je vais vous donner quelques exemples. En commençant par le top 5 de Retraction Watch. Retraction Watch, c'est un site web qui liste toutes ou presque toutes les rétractions dans les travaux scientifiques. Okay? Ça, c'est le top 5 sur lequel personne ne veut être. Okay? Fait que le numéro 1, c'est Yoshitaka Fuji, qui est un anesthésiologiste japonais. Il a 183 articles qui ont été retirés, rétractés. Normalement, la plupart, c'est de la fabrication et de la falsification. Le numéro 2, Joachim Bolt, il y en a 96. C'est encore pas mal. Là. Pensez qu'ils ont plus de publications que ça dans certains cas. Là. Fait que déjà avoir 96 qui sont retirés, c'est significatif. Deirdre Stoffel, c'est un psychologue social. Lui, il y en a 58. Adrian Maxim, un ingénieur, en a 48. Et Peter Chen en a 43. Peter Chen, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est plus récent comme genre de comportement qui n'est pas bon. C'est des gens qui inventent des évaluateurs par des pairs. Donc, chaque travaux scientifique se fait évaluer par des pairs. Puis que certaines personnes ont commencé à faire, c'est qu'ils vont proposer des personnes pour faire l'évaluation de leurs travaux de recherche. Mais ces personnes-là, ça va être essentiellement eux qui ont créé des alias. Fait qu'ils vont être en train d'évaluer leurs propres travaux. C'est bien, hein? Ça veut dire que c'est toujours positif comme évaluation. Fait que lui, il est en tête d'un groupe qui faussait des évaluations par les pairs et également qui est en train de faire des citations de ses articles à lui, qui n'étaient pas des vraies citations. En d'autres mots, c'était en train de créer des citations pour monter le profil de ses publications. Des exemples un petit peu plus complets. Watson, Crick et Wilkins. Est-ce que quelqu'un ici sait qui sont ces personnes? Oui? Watson. Tu te souviens pourquoi? Oui. Watson et Crick, c'est ceux qui ont figuré. C'est qu'on dit qu'ils ont figuré la structure de l'ADN, mais en vérité, c'était une femme, j'ai oublié son nom. Oui, je vais en parler. Rosalind Franklin. Oui, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Donc, le cas, les trois ils ont été nommés dans le fond. Fait que si tu vas sur le site web pour le Nobel Prize, le prix Nobel, c'est les trois qui ont été nommés pour avoir découvert la structure de l'ADN, qui ont reçu le prix Nobel en 1962 pour avoir fait cette découverte. Ils ont secrètement utilisé des données de diffraction de rayons X sur Rosalind Franklin sans obtenir sa permission et sans lui donner la reconnaissance.
Plusieurs personnes ont dit qu'elle aurait également dû recevoir le prix Nobel pour cette découverte. Le problème, donc les infractions sont le plagiat et mention inadéquate. Le problème, c'est que Rosalind Franklin est décédée très peu de temps après que les autres ont reçu le prix Nobel, ou avant, oui, en 1953, c'est ça. Et puis, on ne peut pas recevoir le prix Nobel, on ne peut pas être nommé pour le prix Nobel si on est décédé. Donc, il n'y a aucune façon de rétroactivement lui donner reconnaissance officielle pour sa découverte. Puis, elle est née du cancer, probablement, très probablement à cause du genre d'expérimentation qu'elle faisait. Andrew Wakefield, est-ce que quelqu'un sait c'est qui? Si je dis autisme, ah oui, je l'ai peut-être qui dit, ah, ouais. Ça, c'est le cher docteur qui a fait une étude, la recherche sur l'autisme. Premièrement, l'étude avait juste 12 participants, ce qui est déjà pas beaucoup, là, mais en plus de ça, lui, il y avait des parts dans une compagnie qui faisait compétition avec la compagnie qui produit le vaccin MMR, que la plupart d'entre nous ont sans doute reçu. Son choix de participants est également très sélectif. Presque tous les enfants qui ont choisi, je pense que 9 sur 12 avaient déjà des antécédents de problèmes. Okay? Fait que là, lui démontrait dans son article une cause à effet entre les vaccins et l'autisme. Ça a été démontré par la suite que c'était complètement faux. Et également, bon, il y avait une mauvaise gestion de conflit d'intérêts, il a fait de la falsification de ses données. Il invitait également des enfants, il y avait des enfants lui-même, puis au party fight de ses enfants, il faisait des expérimentations sur ceux qui venaient à ces party fights. Ça, c'était vraiment correct, le bonhomme. Les conséquences, il ne peut plus travailler comme médecin au Royaume-Uni. Il fait les rondes aux États-Unis encore, cependant, il y a des gens qui croient encore à cette étude-là. Bon, les journaux ont rétracté ces articles. Vraiment, les plus gros problèmes qui ont suivi de ça, c'est qu'il y a moins de gens qui font vacciner leurs enfants, particulièrement aux États-Unis, au Canada aussi et au Royaume-Uni, ce qui a entraîné une hausse significative du cas de rougeole en certains endroits. Il y a des enfants qui sont très malades, il y en a qui sont morts à cause de ce bonhomme-là qui a décidé de faire cette étude qui était pas du tout fausse. Puis peut-être les médias aussi, parce que ça a été très médiatisé, cet article-là, qui était déjà en partant pas très fort. Puis également, ce qui a vraiment eu un autre effet, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui faisaient de la recherche sur l'autisme ou qui auraient pu faire de la recherche sur l'autisme, qui ont passé du temps à démontrer que celle-ci était fausse. Fait qu'au lieu de passer du temps à faire des recherches vraiment créatives, à passer leur temps sur de la recherche qui démontrerait peut-être les vraies causes de l'autisme, ils ont passé du temps à démontrer que celle-ci, ce n'était pas vrai. 3. Celle-ci, probablement que vous n'avez pas entendu parler. Sophie Jamal était chercheuse à l'Université de Toronto au Women's College Hospital. Elle a fait un article sur Effects of Nitroglycerin Ointment on Bone Density and Strength in Postmenopausal Women. Fait qu'essentiellement, elle disait que si tu mets de la nitroglycérine sur ta peau, que c'était pour aider pour l'ostéoporose chez les femmes. Elle avait 243 participantes qu'elle les a suivies sur 2 ans. Les infractions, c'est la liste que j'ai donnée, le beau petit cercle, là, sont presque toutes dessus. Okay? C'est assez impressionnant. Fait que falsification de données. Elle a manipulé intentionnellement les données pour sa recherche. Elle a envoyé des données de recherche. Elle avait d'autres auteurs sur ce papier-là. Elle disait qu'elle est en train de leur envoyer des données brutes, tandis qu'elle leur a envoyé des données qui avaient déjà été manipulées. Fait que même les auteurs, les co-auteurs pour son papier, n'avaient aucune idée que ces données-là étaient manipulées d'avance. Elle a faussement accusé un assistant de recherche pour avoir fait la manipulation. Elle a entravé l'enquête de l'établissement. Elle a essayé de détruire des données. Elle n'a pas conservé ces données de recherche de façon correcte non plus. Conséquence, elle a démissionné ses fonctions à l'hôpital et à l'Université de Toronto. L'article a été rétracté. Et elle a l'honneur d'être la première et à ce jour la seule chercheure qui a été nommée par les 3 organismes canadiens comme ayant fait de l'inconduite. Donc ici, aux États-Unis, ils ont tendance à publier les résultats sur le site du Office of Research Integrity. Ici, il y en a juste un, puis c'est elle qui a cet honneur d'être la première et la seule à date. Elle a également dû rembourser les fonds, presque $1 million ont dû être remboursés au IRSC. Et elle est inadmissible de façon permanente. Donc, à vie, elle est barrée de recevoir, d'évaluer, de contribuer à des études qui sont financées par les 3 organismes de recherche canadiens.
Et finalement, en 2015, Green et la Cour, le cas, ça c'est intéressant. Fait que c'est un étudiant à l'Université de Californie à Los Angeles qui est en train de faire une étude, puis lui, ce qu'il essayait de démontrer, c'est que si des gens viennent en contact avec des personnes qui sont soit lesbiennes ou gays, ça va changer leur comportement puis leurs idées envers ces groupes-là. OK? Fait qu'aux États-Unis, ils votent sur des lois souvent. Et puis, à ce moment-là, il y a une loi qui voulait passer pour le mariage entre les personnes gays et homosexuelles. Okay? Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'il a engagé une compagnie pour faire du porte-à-porte. Et puis, pour le porte-à-porte, la personne qui venait à la porte était soit straight ou gay. Okay? Et qu'ils ont fait un pre and post, fait qu'ils ont regardé comment que les gens étaient pour voter avant et après, puis il a démontré qu'il y avait un lien entre si quelqu'un est approché par quelqu'un de gay ou lesbienne, s'il voterait positivement ou négativement sur cette loi. Fait que ça a fait les médias, il était déjà comme, puis il démontrait une corrélation positive en plus, que si jamais c'était quelqu'un qui était gay ou lesbienne qui venait à la porte, les gens étaient pour se dire, oui, je suis d'accord avec le mariage entre les personnes qui sont gays. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment fait l'étude, ou du moins pas au niveau que ça a été fait. La compagnie qui avait supposément engagé pour faire le porte-à-porte n'avait jamais entendu parler de lui. Les personnes qui avaient supposément financé la recherche, ils n'avaient jamais entendu parler de lui non plus. Fait que c'est pas clair s'il a tout inventé ou s'il a juste inventé une partie, mais ce n'était définitivement pas une étude qui avait été faite de façon correcte. Okay? Puis en plus de ça, les données brutes n'étaient pas disponibles. Donc, c'est difficile de se défendre aussi quand on n'a pas de données. Les infractions sont donc fabrication, très, très, très probablement, et puis falsification de données définitivement. Les conséquences, s'en viennent se retirer l'article le 5 juin 2015, et également Princeton, qui avait offert à ce gentil monsieur, après son doctorat, une job, a retiré son offre d'emploi. Ouais, puis essaye de trouver une autre offre d'emploi après, c'est assez difficile. Ouais. Ça, c'est quelques exemples de ne pas quoi faire, de quoi ne pas faire. Que faire si vous croyez qu'une inconduite a été commise? Fait que si vous voyez quelque chose qui ne semble pas être correct. C'est important de vous assurer que votre compréhension est bonne. Okay? Fait que de bien comprendre les faits. Puis pour ça, vous pouvez vérifier avec quelqu'un d'autre. Accuser personne sans preuve, c'est important. Moi, je reçois les gens de façon confidentielle à mon bureau pour essayer de les aider puis voir s'ils voient quelque chose de pas correct, si ça tombe, premièrement, sous notre cadre de règlement, puis également pour essayer de les guider dans le processus. Familiarisez-vous avec les règlements de l'université puis sur votre domaine d'études. Si c'est possible, demandez à quelqu'un d'expérience de vous appuyer, puis informez quelqu'un qui n'est pas en conflit d'intérêt. Fait que souvent, le directeur, le doyen ou moi, ou le vice-président recherche, c'est toutes des personnes qui ne devraient pas être en conflit d'intérêt. Quoi faire si on vous accuse d'inconduite? C'est déjà arrivé à un étudiant. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une accusation qu'un étudiant avait faussé un rapport de recherche. Dans ce cas-là, l'étudiante avait tout simplement fait une erreur. Donc, elle était en train de faire une étude sur les sans-abri, hommes-femmes, puis les abus. Elle avait combiné une source de statistiques dans un endroit dans sa publication, puis elle l'a corrigé immédiatement. Fait qu'elle a mis une correction immédiatement, dès qu'elle a découvert qu'une erreur s'était faite. Fait que la première chose, c'est de rester calme. Discutez-en avec vos collègues, votre superviseur. Vérifiez si vous avez vraiment fait une erreur. C'est possible, les gens font des erreurs. Puis si vous avez fait une erreur, corrigez-la dès que possible. Puis lisez attentivement les règlements pertinents, suivez-les. Ça, c'est les procédures à l'université. Donc, la méthode 29.2 dit que pour les étudiants, entre autres, là, normalement, s'il y a un problème en recherche, ça tombe sur la fraude académique ou la fraude scolaire. Parce que c'est tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation scolaire ou celle d'un autre étudiant. Donc, encore là, ça affecte votre travail ou le travail de quelqu'un d'autre. Les cas sont évalués par le comité exécutif de la faculté, puis s'il y a un appel, il y a une possibilité d'appel, c'est évalué par le comité d'appel du Sénat. Les conséquences possibles, je ne les listerai pas toutes, ils sont ici. Puis les contacts. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là de la présentation? Vous allez avoir une copie de la présentation en passant. Donc, Fait qu'on va parler un petit peu maintenant de la recherche avec les êtres humains.
L'énoncé de politique des 3 conseils, c'est le document qui est utilisé à l'université et à travers le Canada, dans le fond, là, pour parler de recherche avec les êtres humains. Il y a 13 chapitres, c'est à peu près épais comme ça, mais la version web, c'est vraiment la version qui est toujours celle qui est le plus à jour. Il y a des ajustements qui sont en train d'être faits, fait qu'il y a une nouvelle version qui va probablement sortir en début de 2018. C'est la position des 3 agences subventionnaires du Canada. C'est le guide de référence obligatoire. Il y a également un didacticiel, fait que pour ceux qui pensent faire des recherches avec les êtres humains, soit pour Europe ou plus tard, là, on conseille fortement que vous faites le didacticiel en ligne sur l'énoncé de politique des 3 conseils. J'ai mentionné tantôt que la recherche à l'université qui est faite avec les êtres humains doit être évaluée par un comité d'éthique en recherche. Donc, je vais vous dire un petit peu c'est quoi un comité d'éthique en recherche. C'est un groupe de personnes. Dans l'énoncé de politique, justement, ça dit c'est quoi la composition minimale. Là. Donc, au minimum, il faut qu'il y ait 5 personnes. Il faut qu'il y ait des personnes avec une expertise en recherche. Fait que nous autres, c'est les professeurs, normalement, qui jouent ce rôle-là. Il faut qu'il y ait au moins une personne de communauté. Nous autres, on essaie d'en avoir 2 par comité. Un expert en éthique. Et c'est pas obligatoire, mais nous, on a 2 étudiants sur chacun de nos comités d'éthique, qui sont soit à la maîtrise, au doctorat ou postdoc. Également, pas nécessairement obligatoire, à moins de faire du biomédical, mais on a un expert en droit qui est sur chaque comité aussi. Ils sont sous le mandat du Sénat et sous la responsabilité du vice-rectorat à la recherche. À l'université, on a 2 comités d'éthique. Il y en a un qui traite pour les humanités et les sciences sociales. Donc, ils font les projets qui viennent de art, éducation, sciences sociales, droit et l'école de gestion. Et puis, le CER en sciences, la santé et sciences évalue les projets de génie, sciences, sciences de la santé, qui est le plus gros groupe de ce qu'on reçoit. Psychologie, fait que le seul groupe de sciences sociales qui est évalué par le CER en santé, c'est l'école de psychologie, et puis médecine. On a également 5 hôpitaux qui sont affiliés à l'université, puis chacun a son hôpital, et a son CER, pardon. Et puis, on a des ententes pour dire qu'on va reconnaître les évaluations éthiques des hôpitaux qui sont affiliés à l'université. C'est quoi qui a besoin d'être évalué par un comité d'éthique en recherche? Il y a 2 aspects. Un, il faut que ce soit de la recherche. Okay? Fait qu'il y a une définition de la recherche dans l'énoncé de politique que j'ai mis ici pour vous. Et puis, la deuxième partie, c'est qu'il faut qu'il y ait des participants humains. Puis par participants humains, c'est pas juste faire du face-à-face, mais c'est également, ça peut être des sondages en ligne, ça peut être n'importe quoi qui est fait avec du matériel biologique humain, fait que les cheveux, le sang, d'autres matériels biologiques dont je ne parlerai pas. Il y en a des études sur toutes sortes de choses qui se font à l'université. Les ongles, il y a des personnes qui font des études sur les ongles, les matériaux, toutes sortes de choses qui se retrouvent dans les ongles. Okay? Tout ça, ça doit passer à travers l'évaluation éthique. Ça, c'est juste les types de soumissions et les échéanciers. Donc, l'évaluation de base, c'est essentiellement par le comité d'éthique au complet, mais normalement, nous, on réserve ça pour les études qui sont à risque plus que minimal. Ça veut dire que tout le comité dans une pièce se rencontre puis évalue les projets de recherche. Une évaluation déléguée à risque minimal, il ne faut pas que ça dépasse le seuil du risque minimal pour les participants. Ce qui distingue un petit peu, je donne un exemple souvent pour distinguer entre le risque minimal et ce qui n'est pas risque minimal, c'est si on prend par exemple une recherche sur le suicide. Okay? Quelqu'un fait une recherche sur le suicide, si les participants qui vont participer à l'étude, c'est des gens qui soit sont en danger de commettre un suicide ou qui ont fait un attentat, normalement, c'est quelque chose qui se fait évaluer par le CER au complet. S'ils font une étude avec des travailleurs sociaux, des gens qui sont habitués à traiter des gens ou à aider des gens qui sont dans des situations comme ça, normalement, ça serait un risque minimal. Okay? Fait que c'est pas nécessairement le sujet de recherche, mais le risque pour les participants, qui est vraiment la distinction. L'évaluation déléguée accélérée, un projet qui est approuvé par un autre comité d'éthique au Canada, par exemple, nous autres, on va faire une évaluation accélérée tant que c'est à risque minimal. Les données secondaires, les plans de cours, les modifications à un projet approuvé, puis les rapports annuels au final aussi sont accélérés. Puis dans ce cas-là, c'est juste le président de comité qui va l'évaluer. L'évaluation à risque minimal, c'est le président de comité plus 2 membres qui font l'évaluation. Nous sommes là pour aider. Si à ce moment ou plus tard, vous faites une recherche avec les êtres humains, vous pouvez venir nous voir. Notre coordonnatrice est très bonne à fournir de l'information de base et un petit peu plus. Et puis, les responsables d'éthique qui font une centaine ou plus de rencontres par année avec des chercheurs avant qu'ils soumettent leur demande. Donc, ils arrivent avec une demande remplie. Ils passent à travers avec pour s'assurer que tout est correct. Ils ne peuvent pas faire 100% du travail pour le comité, ils ne peuvent pas parler pour le comité d'éthique,
mais ça aide vraiment. Des cas où est-ce qu'on a des projets qui passent du premier coup à travers le comité, là, souvent c'est parce qu'ils ont rencontré les responsables d'éthique avant. On a fait également des ateliers, un petit peu comme ça aussi, mais vraiment spécifiquement sur le processus puis comment remplir un formulaire de demande. Si vous avez des questions, contactez-nous. J'ai mis les coordonnées pour moi-même, Mélanie qui est notre coordonnatrice à l'éthique et les 3 responsables d'éthique. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau? Okay. Encore là, vous allez avoir la présentation, donc vous pouvez aller voir les références et tout ça. Puis là, à la fin, là, c'est juste les règlements de l'université, les règlements des 3 conseils, quelques ressources et liens. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Catherine. Encore une fois, un exposé très intéressant avec des cas concrets. On aime ça comme ça. Donc, merci d'avoir partagé ton expertise encore une fois, Catherine. En parlant de partager l'expertise, bon, je vais juste mettre la bonne acétate. Ce ne sera pas très, très long. Alors, en parlant de partager l'expertise, comme je vous disais, on a maintenant une autre invitée spéciale qui va vous parler de son rôle comme mentor. Sheridan a complété le programme Europe l'an dernier. Alors, elle va vous parler un peu de son rôle de mentor, comment elle peut vous assister. Et aussi, bon, elle pourra vous poser vous adresser vos questions si vous en avez. Donc, c'est un bon moment pour en profiter là, pour aller chercher un peu son expérience, son expertise. Alors, Sheridan, je t'inviterai à venir en avant. Pas de pression, mais t'es filmée. Ok, donc bonjour. Comme je vous l'ai bien de dire, je m'appelle Sheridan. Donc, je suis le mentor pour la faculté des sciences de la santé et la faculté de médecine. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont dans cette faculté, ces 2 facultés? Ok, on a plusieurs, c'est super. Cool. Donc, il y a 3 différents mentors. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis à la faculté des sciences de la santé. Je suis en 4e année. Les 2 autres mentors, il y a une qui s'occupe de la faculté des sciences sociales et la faculté d'art. Il y a une 3e qui s'occupe de la faculté de génie et la faculté de sciences. Donc, vous auriez un de nous comme votre mentor, mais vous pourrez bien sûr contacter chaque personne. Je sais que parfois, si tu es, par exemple, un élève qui fait un projet qui est plutôt vers la côté des arts, mais tu es à la faculté de sciences, tu peux contacter n'importe quel mentor, donc il n'y a pas de souci. Donc oui, mon rôle comme mentor, c'est vraiment juste pour vous donner du soutien. Donc, ça pourrait être plutôt vers la méthodologie de la recherche, on peut vous aider à faire des revues de la littérature, on peut vous aider à créer une thèse, on peut vous aider avec ça, mais aussi on peut vous aider avec le côté plutôt personnel. Donc, si vous avez des soucis avec votre professeur, s'il y a des tensions dans la relation, si vous ne saviez pas comment commencer votre recherche ou peu importe le souci, on est ici pour vous aider. Donc oui, comme Julie a dit, il y a des autres qui sont là, qui sont vraiment des experts dans l'éthique de la recherche, les trucs comme ça. Pour nous, on peut vous aider avec ça, mais c'est aussi pour vous aider avec le côté plus personnel. Donc pour moi, c'était vraiment une super bonne expérience de faire le programme de PIRPC. Ça m'a donné beaucoup plus de confiance. Et après, c'était super bon pour savoir si j'aimais la recherche ou pas. Parce que parfois, on fait le programme et on dit « Ah ben non, c'est pas pour moi la recherche, pas du tout. » Pour moi, j'ai vu qu'en fait, je l'aime bien et ça m'a aidé à décider quelle maîtrise apprendre et tout ça. Donc, je vous vraiment félicitations d'avoir été prise dans le programme et j'espère que ça va passer bien. Moi, si vous désirez me contacter, vous pouvez me contacter à c'est Europe. Donc, UROP, MEN 3, @ l'Université d'Ottawa. Et puis, les autres sont EuropeMen 1 et EuropeMen 2. Je pense que EuropeMen 2, c'est pour sciences et génie, et EuropeMen 1, c'est pour les arts et les sciences sociaux. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà ou...
Non. Si vous pensez à quelque chose, vous pouvez m'envoyer un courriel et on pourrait aussi faire un rendez-vous pour parler de votre projet de recherche pour vous aider à commencer et tout ça. Donc, voilà. Passez une super bonne journée. Bon. Alors, pour aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions pour moi maintenant? Est-ce que tout le monde a signé la liste de présence? Bon, eh bien, je voulais vous remercier d'être venus aujourd'hui. Si vous avez des questions par la suite, simplement nous écrire par courriel, mais en gardant en tête qu'on reçoit beaucoup de courriels. Donc, si ça vous dérange pas, des fois, ça peut prendre quelques jours. Il y a plusieurs changements de personnel au niveau de l'équipe. Alors, on vous demande votre compréhension. On procède le plus rapidement possible. Puis des fois, c'est correct de nous faire un petit rappel puis nous renvoyer un courriel. Alors, bien, bon projet de recherche, bon trimestre de recherche, bonne fin de session. Puis ça m'a fait plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Alors, à bientôt.